Hello les plus belles, aujourd'hui c'est vendredi, c'est le jour de notre rendez-vous de Secrets de femmes. Et je vous assure que toute cette journée, j'avais hâte de me retrouver avec vous. Alors à toutes les habitantes de la Maison des Secrets, je dis bonsoir et nous voilà de retour donc pour continuer à nous entretenir sur les secrets des femmes. Nous adorons cette atmosphère de paix, cette atmosphère conviviale que le Seigneur nous permet d'avoir ici sur le plateau. Et ma prière est que cette atmosphère se transporte chez vous à la maison, que vous soyez dans un environnement paisible, un environnement qui vous permet de vous exprimer, de vous déployer en tant que femme, que le Seigneur vous accorde une maison rayonnante, une maison où il fait bon vivre, parce que telle est la volonté de Dieu pour chacune de vous. Que vous soyez jeune, que vous soyez beaucoup plus mature, cette émission est faite pour vous parce que le Seigneur va vous révéler des choses incroyables qui vous permettront de vous hisser au niveau où il veut vous porter, qui vous permettront de faire de vous la femme épanouie, la femme idéale que Dieu a prévu que vous soyez. Alors aujourd'hui, nous allons encore débattre d'un sujet, n'est-ce pas, qui, ma foi, peut un peu nous choquer. Voilà, je vais parler de ces aspirations irréalistes qui nous empêchent en tant que femmes de vivre dans le bonheur. Nous attendons des choses de nos amis, de nos familles et particulièrement de nos conjoints qui ne sont pas toujours la bonne chose à attendre. Alors, qu'est-ce que tu dois faire face à ces aspirations pour être une femme épanouie? Aujourd'hui, donc, dans Secrets de femmes, nous allons parler de 5 choses que tu ne dois pas attendre de ton conjoint si tu veux être une femme épanouie. Alors concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Je disais donc que en tant que femme, nous attendons des choses, n'est-ce pas? Nous avons des attentes, nous avons des espérances et cela est tout à fait normal parce que la vie même est faite d'attentes, d'espérances. On attend que l'autre fasse ceci, on attend que le temps soit meilleur, etc. Ce n'est pas mauvais d'avoir des attentes. Et justement, nos attentes nous mettent en mouvement, n'est-ce pas? Parce que j'attends ceci, parce que je souhaite cela, ça va me permettre d'être dynamique, ça va me permettre de courir après mes rêves, etc. Mais la chose devient compliquée lorsque nos attentes sont irréalistes. C'est vrai, il faut rêver. Et on a l'habitude de dire, il faut rêver grand. Mais dans la relation conjugale, rêver grand doit toujours nous maintenir les pieds sur terre. Tu dois rêver grand, mais tu ne dois pas rêver des choses irréalistes parce qu'il y a ce dicton qui dit « à l'impossible, nul n'est tenu ». Et je vous assure les filles, souvent nous avons des attentes qui sont quasi impossibles à réaliser. Alors aujourd'hui, on va parcourir 5 de ces attentes-là, n'est-ce pas? Et je sais qu'à la fin de cette émission, tu vas comprendre pourquoi ton chéri, des fois, n'est pas dans son assiette ou pourquoi est-ce que tu t'arraches les cheveux, n'est-ce pas? Parce que tu t'attendais à ce qu'il fasse ceci, tu t'attendais à ce qu'il fasse cela et puis bon, finalement, non, ça ne vient pas du tout. Alors aujourd'hui, on va devenir des femmes beaucoup plus sages grâce, n'est-ce pas, à ces conseils, à ces secrets que le Seigneur a mis sur mon cœur pour chacune de vous. Ce soir, je pourrais partager mon cas, je pourrais partager mon expérience avec chacune de vous. Et bien sûr, moi aussi, depuis le moment où je me suis mariée, j'ai eu des attentes irréalistes. Il y a des choses que j'attendais que mon mari fasse, que je n'ai jamais vu se réaliser. Parce que bon, je suis comme toute femme et toutes nous avons des attentes irréalistes. Alors, par exemple, qu'est-ce que je pourrais citer comme ça qui me revient? Par exemple, voilà. Donc, moi, quand je me suis mariée, je savais que mon mariage était basé sur ce verset qui dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. » Et donc, dans ma tête de jeune mariée, je me suis dit « Je crois à la parole de Dieu. » Donc, si la Bible dit que nous devenons une seule chair, c'est que ce que je pense, mon mari va le deviner. Vous voyez? Alors, donc, je m'attendais à ce que si je pense vraiment à une chose, si quelque chose est dans mon cœur, rien qu'en regardant mon visage, il était capable de deviner ce à quoi je pensais. Les filles, année après année, j'ai joué, comme on dit,
bidé. J'ai joué bidé parce que jamais mon mari n'a pu deviner vraiment ce à quoi je pensais. Voyez, non. Donc, en fait, ce sont des genres de choses. Alors, quand il ne devinait pas ce à quoi je pensais, évidemment, il ne pouvait pas agir de la façon que j'attendais. Et donc, je me fâchais, j'entrais dans la bouderie, dans la colère. Des fois, ça devenait des disputes et tout, parce que je me disais, mais c'est tellement simple ce à quoi je pense. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas deviner, voyez? Donc, souvent, j'ai attendu et j'ai attendu en vain. Finalement, petit à petit, j'ai commencé à comprendre que on dirait que le gars, il n'est pas capable de deviner ce à quoi je pense. Mais la réalité, les filles, c'est que malgré la raison, bien que j'ai fini par comprendre que c'est une chose quasi impossible, j'avoue que de temps en temps, je tombe encore dans ce travers et je me dis, ah là, franchement, il peut deviner que j'ai envie d'aller au restaurant ce soir, il peut deviner que j'aimerais qu'il rentre plus tôt cette semaine, il peut deviner. Et les filles, franchement, chaque fois, c'est la même chose. Monsieur ne devine pas et je reste seule dans ma méprise, je reste seule dans mon angoisse et tout. Alors, qu'est-ce qui serait le plus simple? En fait, le plus simple aurait été de lui dire, voilà chérie, voici ce dont j'ai besoin. Chérie, voilà ce que j'aimerais que tu fasses cette semaine. Voilà. Donc, moi aussi, j'ai ces attentes-là. Et on va donc, n'est-ce pas, parcourir différents types d'attentes que nous avons au quotidien pratiquement et qui finissent par créer en nous de la déception, qui finissent par créer en nous un sentiment de trahison de la part de l'autre alors qu'il n'en est rien. Je veux t'inviter à liker, n'est-ce pas, la page de Secrets de Femmes. Mais oui, mets les cœurs, mets les cœurs. Tu aimes cette émission, alors ne te prive pas, mets les cœurs, like cette page et surtout, partage-la avec d'autres femmes parce que nous sommes en pleine bénédiction là et tu n'as pas le droit de garder cette bénédiction pour toi seul. Donc, invite de nombreuses femmes à suivre cette émission et je t'assure que ce n'en sera que bénéfique pour tes amis, pour tes parents, vraiment pour toutes les personnes à qui tu pourras partager cette émission. On va donc parcourir ces points que nous attendons de nos chéris, de nos doudous, n'est-ce pas? Donc, quels sont ces points-là que tu attends que ton mari réalise, mais qui en réalité sont quasi impossibles pour lui à réaliser? La première chose, c'est que toutes, en tout cas, toutes les femmes, nous désirons, nous souhaitons demeurer le centre d'intérêt de nos doudous, de nos chéris. Nous voulons être le centre d'intérêt. Qu'est-ce qu'on demande de compliqué? Chérie, ça paraît simple, mais ce n'est pas si simple. C'est vrai que quand on n'est pas encore marié, n'est-ce pas? Quand on n'est pas encore en couple, l'homme va se déployer, il va être quasi présent, il va tout donner pour la femme de sa vie, pour la femme de son cœur, pour son amoureuse. Et cela peut durer le temps qu'il faut, n'est-ce pas, pour que vous alliez à la mairie, pour que vous alliez devant le pasteur, pour vous marier, etc. L'homme sera capable de décrocher la lune pour toi. Et puis, franchement, quand un homme est amoureux et qu'il est en train de courtiser une femme, on se pose même la question de savoir s'il n'a rien d'autre à faire. Les filles, honnêtement, moi j'ai vécu ça. Quand mon mari était à la recherche du cheminement, des fois moi je me demandais, mais si le gars il avait rien à faire, alors qu'il travaillait, mais il arrivait chez moi avant que j'aille au cours, parce que moi j'étais encore à l'université. Donc, le matin, il va passer pour voir si tout va bien, pour que j'aille à l'école et tout. Genre, c'est mon parent, quoi. Il vient voir si mon sac est prêt et tout. C'est qui est il passait le matin. Bon, il faut dire que son bureau n'était pas loin de ma cité universitaire. Donc, il passait le matin pour voir si tout va bien, j'ai tout ce qu'il faut pour aller à l'école et tout. Et puis, si par aventure, mes cours finissaient à midi, quand j'arrivais à midi 15 ou midi 30 à ma chambre de cité, il était déjà là.
Et je lui demandais, mais tu arrivais à quelle heure? Jean, il me disait, ouais, vers 11h30 et tout. Attends, tu n'as pas travaillé? Tu étais ici à 8h. 11h30, tu es encore là? Non, mais le gars, il était là, les filles. Je vous dis, il était là, 11h30. Donc, on déjeunait ensemble. Ce qui était intéressant, c'est qu'il me faisait sortir. On allait déjeuner ensemble et tout. Et puis après, on causait. Et puis, vers 14h, 15h, il retournait au bureau. Bon, les filles, quand on dit il est parti au bureau à 15h, Jean, tu imagines qu'il va revenir à 18h ou 19h? Non, les filles, 17h15. Attends, il est parti au bureau vers 15h30. 17h15, il était là. Je n'ai rien dit, il ne faut pas aller lui répéter. Mais en tout cas, je me posais la question, est-ce qu'il n'a pas de boulot? Est-ce qu'il n'a pas de travail? Vous voyez? Mais quand il m'expliquait ce qu'il faisait au bureau, je me rendais compte que, mais tiens, ils ont du travail. Mais lui, comment il faisait? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, j'étais son centre d'intérêt. Et la partie que je n'ai pas dit, c'est que quand le téléphone cellulaire est arrivé, donc il maintenait toujours ses horaires de présence et entre ces deux horaires de présence, il m'appelait encore. Donc, le gars, il travaillait pas. J'étais son centre d'intérêt. Voyez. Et donc, quand une femme est ainsi le centre d'intérêt de son amoureux, de son fiancé, elle imagine que bon, ça va continuer comme ça, c'est tant mieux. Et puis, d'une certaine façon, c'est ce qui nous pousse à dire oui, parce qu'on se rend compte que, enfin, voilà quelqu'un pour qui on compte et tout. Franchement, il peut pas vivre sans nous. Donc, bon, on est grisé et puis on se dit non, là, franchement, là, c'est l'homme de ma vie, quoi. Tu vois. Et puis, bon, on se prépare pour le mariage et tout, on se marie, on va à la mairie, on va à l'église, première semaine, lune de miel et tout. Non, franchement, le gars, il est à des petits soins. Et puis, 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu commences à voir que il t'a pas appelé dans la journée, il est sorti le matin jusqu'à 22h, il t'a pas appelé, etc. Et tu réalises brusquement que tu n'es plus le centre d'intérêt du monsieur. Et c'est ce que j'ai vécu. Alors, est-ce que c'est une mauvaise chose ou une bonne chose? En réalité, cela ne signifie pas que l'homme ne t'aime plus. Voilà, parce que beaucoup de femmes, à ce moment-là, commencent à se poser la question, est-ce qu'il m'aime toujours? Donc, elles vont vouloir forcément que le gars leur répète, je t'aime. Elles vont vérifier, est-ce que tu m'aimes vraiment comme au premier jour? Ah oui, je t'aime, mais elles sont pas convaincues. Oui, mais si tu m'aimes, pourquoi tu n'as plus envie d'être avec moi et tout? Donc, le monsieur, il comprend pas, en fait. Voyez, lui, pour lui, il t'aime toujours. Mais comme il n'est plus là, il n'est plus présent de façon quasi permanente, tu as le sentiment qu'il ne t'aime plus. En vérité, c'est ça, il t'aime toujours. Mais c'est juste que quand un homme est courtisan, quand il est en train de courtiser une femme, c'est comme s'il met l'essentiel de son temps sur cette activité. Parce que les hommes sont comme des chasseurs en fait. Voilà. Donc quand c'est la période de la chasse, il va disposer le temps pour ça. Mais une fois que l'objectif est atteint, objectif atteint, on range le trophée et on passe à autre chose. Voilà, c'est ce qui va se passer. Donc maintenant que tu es dans sa maison, tu es dans sa vie, tu portes son nom, voilà, il va passer à d'autres challenges, ce qui est tout à fait normal, mais ça ne signifie pas qu'il ne t'aime plus. Il t'aime, tu es dans son cœur, mais bon, il doit conquérir d'autres territoires. Et puis, il faut être honnête, n'est-ce pas? La vie ne se résume pas qu'à notre petite personne. Il faut bien que le monsieur travaille, il faut bien qu'il gagne de l'argent pour pouvoir aux besoins de la famille, il faut bien qu'il renoue avec ses amis qu'il avait un peu négligés pendant la période où il était tout le temps avec toi. Il faut qu'il renoue avec sa famille, genre, tu vois, non, les 6 derniers mois, il n'a quasi pas vu ses parents et tout, sauf le jour du mariage et tout. Donc, tu vois, en fait, en résumé, la vie va reprendre son cours normal et tu ne seras plus le centre d'intérêt, quoique s'il t'aime vraiment, et en fait il t'aime, tu demeures un centre d'intérêt, tu demeures un centre d'intérêt pour lui, mais tu n'es plus le seul centre d'intérêt. Il va vaquer à d'autres occupations. Et puis en vrai, la vérité c'est que toi aussi, tu vas avoir besoin, n'est-ce pas, de ton temps pour toi aussi vaquer à tes occupations, toi aussi renouer avec tous les amis, tous les parents que tu avais un peu abandonnés dans la période de grand amour. Donc,
il ne t'a pas oublié, il t'aime toujours, il ne te néglige pas, mais la vie a d'autres challenges qu'il faut relever et tu ne peux pas rester le centre d'intérêt. Il est important que tu comprennes cela, que tu relativises toutes choses, n'est-ce pas, et que tu fasses asseoir votre relation. Cette relation a besoin de stabilité, elle a besoin de maturité, elle a besoin de se bâtir, de se construire. Donc, ensemble, vous regardez vers l'avenir et puis, main dans la main, vous foncez vers l'avenir. Tu ne seras plus constamment son vis-à-vis, vous n'allez plus vous regarder, toi et moi, voilà, comme quand vous étiez en train d'échanger la coupe de champagne au jour du mariage, mais main dans la main, vous allez regarder dans la même direction pour continuer à avancer. Deuxième chose que tu ne dois pas attendre de ton mari, de ton fiancé. Bon, souvent les fiancés, non. Les fiancés, eux, ils jouent le jeu jusqu'au bout. Donc, on va dire de ton mari, de l'homme de ta vie. Voilà, si tu veux être épanoui. C'est de penser que s'il t'aime, il doit lire dans tes pensées. Ça, c'est l'expérience que j'ai partagée avec toi. Si ça, tu n'es pas la seule à penser ça. Toutes les femmes, je t'assure que si on créait le club des femmes qui veulent que leur mari lise dans leurs pensées, toutes les femmes seraient membres de ce club-là. Je ne sais pas s'il y a des exceptions. En tout cas, moi, je ne fais pas partie des exceptions. Malgré le fait que j'ai fini par comprendre que c'est une situation quasi impossible, j'avoue que de temps en temps, je continue encore à rêver que mon mari devine ce à quoi je pense. Alors, comment est-ce que tu peux être délivré de cette aspiration irréaliste? Simplement en te posant la question à toi-même. Est-ce que tu devines les pensées des personnes que tu aimes? Je suppose que tu aimes tes enfants. Est-ce que tu devines toujours leurs pensées? Je suppose que tu aimes tes parents. Est-ce que tu devines toujours leurs pensées? Et puis, lot gagnant, je suppose que tu aimes ton mari, mais est-ce que tu devines toujours ses pensées? Je crois que la réponse à cette question, c'est évidemment non, parce que malheureusement, Dieu ne nous a pas donné cette capacité-là de lire dans les pensées des personnes que nous aimons. Donc, si Dieu ne t'a pas donné cette capacité, c'est qu'il ne l'a pas non plus donnée à ton mari. Les filles, il faut que nous redescendions sur terre. Posons les pieds sur terre. Nous vivons sur terre. Voilà. On ne vit pas sur Mars. On ne vit pas sur Vénus. Voilà. Donc, on n'est pas des extraterrestres. On n'a pas des pouvoirs incroyables. Genre le mentaliste, tu vois, qui devine les pensées. Non. Tu peux essayer de deviner en regardant certains indices. Mais rien ne dit même que la réponse que tu vas apporter soit la juste réponse. Et secret pour secret, je t'assure que les hommes sont très, très mauvais à cet exercice-là. Nous, les femmes, nous avons un peu, comment on va dire ça, on a, comment on dit, une intuition développée. On a l'intuition qui est beaucoup plus développée. Et puis, le fait qu'on soit observatrice, on peut plus ou moins deviner un peu les besoins, les désirs des personnes qui sont autour de nous. C'est juste un peu. Parce qu'en vérité, personne ne peut lire dans les pensées d'une autre personne. Alors les filles, on dépose ça ici, n'est-ce pas? Et puis on avance. On n'attend plus que le gars devine ce à quoi nous pensons. C'est plus simple, n'est-ce pas? Le plus simple, le plus facile, c'est de dire ce à quoi nous pensons ou de demander ce que nous souhaitons avoir. La Bible dit, demande et il te sera donné. Même Dieu te dit, demande et il te sera donné. Voilà, Dieu ne te garantit pas qu'il va deviner tes pensées, qu'il va deviner tes pensées pour répondre à tes besoins. Quoique lui, il a le pouvoir de lire dans les pensées, mais malgré ça, il veut te donner de t'exercer, n'est-ce pas, à exprimer tes besoins. Donc les filles, on va changer de club, n'est-ce pas? On change de club aujourd'hui. On sort du club des femmes qui attendent que le mari devine les pensées. Donc, les adeptes des devinettes de pensée, là, leur club, là, on quitte ça aujourd'hui, les filles. Et puis, nous, on va dans le club de celles qui s'expriment, dans le club de celles qui disent clairement leurs pensées, qui disent clairement ce dont elles ont besoin, ce à quoi elles pensent. Et puis maintenant, si après le mari, après que tu lui aies demandé, il n'a pas réagi, après que tu lui aies exprimé ta pensée, il n'a pas réagi, là maintenant, on peut soulever le palabre.
Voyez, donc la partie où il faut deviner les filles, on n'a qu'à laisser ça aujourd'hui. Je parle pour moi-même, hein, voilà, parce que franchement, j'avoue que je tombe toujours dans le piège. Mais aujourd'hui, les filles, on se soutient en prière. On quitte le vieux club et on crée un nouveau club. Le club de celles qui expriment, le club de celles qui communiquent, le club de celles qui savent que le mari ne sait rien de ce qui se cache à l'intérieur de nous. Voilà. Et puis, le troisième point sur lequel nous nous fourvoyons, sur lequel nous nous trompons, c'est le fait de penser que après plusieurs années de mariage, notre mari doit forcément être toujours d'accord avec nous. On se dit qu'il n'y a pas de raison qu'il ait une autre approche. Il n'y a pas de raison qu'il voit les choses différemment. Nous, on imagine que le couple parfait, c'est le couple dans lequel monsieur et madame sont toujours d'accord sur tout. Vous voyez, on est d'accord sur tout, on est les meilleurs amis, on est les vrais complices. Les filles, dans le cinéma, les couples qui étaient d'accord sur tout étaient des couples machiavéliques. En vrai, si ton mari et toi, vous vous entendez sur tout, bien que vous soyez des personnes différentes, venant de cultures différentes, venant de familles différentes, c'est qu'il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous roche, ma chérie, oui, ce n'est pas clair. Il y a une affaire à éclaircir. Soit ton mari a peur de toi, donc il adhère à tout ce que tu dis. Donc, il adhère. C'est pas que il est d'accord, mais il adhère. Tu vois, il n'aime pas les palabres, il veut pas que tu lui prennes la tête. Donc, il adhère. Il a peur de toi. Ou alors, il n'aime pas les conflits. Donc, il adhère. Tu dis quelque chose, tu n'as même pas fini de parler. Il dit, je suis d'accord. Tu commences une fois, ouais. Non, tu as parfaitement d'accord. On est ensemble, on est d'accord. Ma chérie, si tu as un mari qui est toujours d'accord avec toi, il faut te poser des questions. Tu vois, faut te poser des questions. Ça veut dire qu'il n'est pas dans un franc jeu. Il n'est pas dans une relation constructive. Parce que tu ne peux pas avoir raison tout le temps. C'est clair. Tu ne peux pas avoir raison tout le temps. Il y a forcément un jour où tu as dit une chose qui n'était pas la bonne. Donc, pourquoi il n'a pas relevé l'erreur? Pourquoi il ne s'est pas opposé? Tu dois te poser des questions. Alors, donc, ce n'est pas forcément la bonne attente. Ce n'est pas la bonne manière de voir. Il faut qu'il y ait des fois des débats d'idées pour que l'un apporte ce qu'il pense à l'autre, pour qu'on se construise ensemble, pour qu'on se bâtisse ensemble. Donc le débat contradictoire est un débat qui est toujours enrichissant. Voilà, on n'est pas d'accord, mais on peut discuter calmement. Des fois, on peut se disputer, oui, pourquoi pas. C'est ça la vie de couple aussi. Et puis finalement, il y a une idée qui prend le dessus. Mais surtout, quand on n'est pas d'accord, la femme doit se souvenir qu'il y a un principe de soumission que Dieu a attaché à sa position de femme. Donc, si le mari insiste sur une position, tu capitules, tu prends la position de soumission et tu ne recherches pas à ce que ton avis soit toujours celui qui prime. Voilà. Donc, il ne faut pas brider le mari. Si un mari est calme, s'il est quelqu'un qui recherche toujours la paix, alors il ne faut pas l'emmener à accepter forcément tout ce que tu dis parce que au final ça risque de t'être préjudiciable. Soit parce que en tant que couple vous allez tomber dans des trous, vous allez avoir des gros problèmes s'il ne peut pas exprimer clairement ce qu'il pense, ou alors simplement parce que ton mari va prendre du recul et il va s'enfermer dans une caverne. S'il estime qu'il n'a pas droit à la parole, il n'a pas le droit de faire prévaloir ses idées, ce qu'il va faire, il va te laisser toute la scène et il va se réfugier dans une caverne et tu te retrouveras seul comme nous avons pu en parler la semaine dernière. Alors, ne recherche pas l'accord parfait, n'est-ce pas, mais recherche l'accord. Vous devez vous accorder et bien souvent, ce sont des contraires qui s'attirent et bien souvent, ce sont des idées, un débat contradictoire qui permet d'aboutir à la vérité. Donc, ne recherchons pas cet accord parfait à tout prix, mais recherchons, n'est-ce pas, la complicité, même quand on n'est pas d'accord, on réussit à trouver un terrain d'entente et surtout, permettons à chaque membre du couple de pouvoir exprimer sa pensée, de pouvoir développer son idée et puis ensemble, avec la grâce de Dieu, on réussit à faire le meilleur choix.
Voilà. Et quatrièmement, notre attente va aussi être celle-là, c'est que nous imaginons que la relation sera toujours parfaite, un peu comme l'accord parfait. On imagine une relation sans ombrage, sans nuage, toujours parfait, vraiment le couple parfait, ils s'entendent, ils se comprennent, il n'y a pas de petites disputes et tout est parfait comme le jour du mariage. Et puis même quand on dit comme le jour du mariage, vous savez qu'il y a des gens qui arrivent à la mairie, ils sont pas d'accord, hein. Voilà, ils sont pas d'accord, ils étaient pas d'accord sur la couleur des cartes d'invitation, mais ils sont quand même allés à la mairie. Ils étaient pas d'accord sur le choix de la décoration, mais ils sont quand même allés à la mairie. Donc, le couple parfait n'existe pas. Et je pourrais dire que la perfection n'est pas, entre guillemets, de ce monde. Vous voyez, parfait, ça n'existe pas. On tend vers la perfection. On essaye d'emmener les choses à être parfaites. Et en faisant? En faisant des compromis, en acceptant que chacun prenne un peu de place, en acceptant de reculer quand il faut reculer. Mais dans tous les cas, le couple parfait, ça n'existe pas. Et tu le sais. Tu vois, le truc, c'est quoi? C'est que tu le sais. Puisque tu es en couple, tu as vu que le couple parfait n'existe pas. On se dispute un peu, on se chamaille un peu, on n'est pas un peu d'accord, et puis bon, on se boude un peu. Bon, ça, c'est le couple, hein. Tu vois, c'est le couple. Le seul problème, c'est que quand tu regardes le couple de ta cousine ou le couple de ta voisine, toi, tu imagines que c'est un couple parfait. Voilà. Bon, le problème, c'est quoi? C'est que tu ne les vois pas 24/24. Et on dit bien que le linge sale se lave en famille, pour ne pas dire se lave dans la chambre. Donc, quand ils sont seuls, tu ne les vois pas. Toi, tu vois une apparence de perfection. Tu vois une apparence d'un couple sans ombrage. Et il faut faire très, très attention. Si tu as vu un couple qui paraît hyper parfait, suis-les de près. Voilà, suis-les. Reste à côté pendant un moment et tu te rendras compte que c'est un couple illusoire. En fait, c'est un couple qui ne vit pas sur sa réalité, mais qui vit dans un rêve. Et ce qui se passe, c'est que ce couple se casse beaucoup plus vite que les couples que tu vas voir qui ont des petites disputes, des petites mésententes et tout. Voilà. Donc, la perfection n'est pas de ce monde et encore moins du couple. Dans le couple, il n'y a pas de perfection. Il y a deux personnes qui essayent de bâtir une relation stable, qui essayent de s'aimer malgré leurs défauts, malgré leurs mésententes, malgré leurs divergences. Donc, il y a deux personnes qui essayent de bâtir ensemble. Le seul truc, c'est de ne pas en arriver, n'est-ce pas, à la confusion totale du langage, comme cela est arrivé pour les hommes qui étaient en train de construire la tour de Babel. C'est ça, il ne faut pas arriver à ça, mais dans tous les cas, il faut savoir que le couple parfait n'existe pas. Tout ce que tu veux, il te donne. Tout ce que tu penses, il est d'accord. Tout ce que non, c'est pas possible. Il y aura des petits ombrages, mais c'est cela aussi, la vie de couple. Et ce qui ne te tue pas te rendra plus forte. Donc, sois sereine, même si les choses sont pas parfaites. C'est ton foyer, c'est ton mari, c'est ton couple. Et pour toi, ça doit être le plus beau des couples. Et je crois que ton couple est le plus beau de tous les couples. Et puis, cinquième point, d'une aspiration irréaliste dans lequel la plupart des femmes se retrouvent, c'est cette pensée très connue, n'est-ce pas, de vouloir que l'autre change à tout prix selon nos critères, à nous, pour nous faire du bien. Ça aussi, c'est un autre club où toutes les femmes se retrouvent. Et filles, je dis ça parce que moi-même là, je sais même pas si je suis pas secrétaire générale de ce club. Bon, la vérité, c'est que j'ai été genre secrétaire général ou présidente du club parce que, vous savez, on a toujours le sentiment que soit on sait, que soit on a la meilleure conception des choses et on veut modeler le conjoint à notre sauce, à notre pensée, à notre modèle, voyez. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas deux personnes pareilles. Voilà, donc tu as trouvé un mari, il a son éducation, il a son background, il a ses pensées, il a des convictions, n'est-ce pas? Vous pouvez vous retrouver en phase sur certains points, mais tu ne peux pas exiger que l'individu soit l'image parfaite de ce que toi, tu veux qu'il soit. Voilà. Donc, bien souvent, on se retrouve dans le club des changeuses de l'autre.
Voilà, on veut que l'autre change. Et beaucoup de femmes vont prendre comme cheval de bataille dans le couple la mission de changer l'autre. Voilà, on veut qu'il s'habille différemment, on veut qu'il mange différemment, on veut qu'il s'asseye différemment, comme nous on veut. On veut qu'il s'exprime comme nous on veut. En fait, on veut un homme taillé à notre pensée, à notre image. Voyez. Donc, ça, c'est quasi impossible. Surtout si vous êtes déjà marié. La vérité, c'est que l'individu va développer sa propre personnalité, n'est-ce pas? Tu peux ajuster certaines choses, tu peux l'aider à upgrade certains points de sa vie, mais tu ne peux pas exiger de lui un changement total, parce que si tu veux modeler l'autre à ta propre image, à ce que tu penses, c'est que l'autre n'existe plus. Voilà, l'autre n'existe plus. Et la question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que tu as vu chez lui et puis tu l'as aimé. Voilà, si tu l'as aimé, c'est que qui il est, ce qu'il fait, ce qu'il est, tu aimes. Voilà, maintenant, évidemment, tout le monde évolue dans la vie. Il y a des choses qui sont mauvaises, qu'il faut changer. Donc, toi, tu ne peux pas changer ton mari, mais Dieu peut le changer. Alors, s'il y a des aspects dans sa vie qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, qui ne sont pas le cœur de Dieu, qui ne sont pas la volonté de Dieu pour lui, s'il te plaît, ne t'impose pas comme la présidente du club de changement du conjoint, mais mets-toi à genoux et prie et tu verras que le Seigneur a le pouvoir de changer ces choses-là. Alors, de base, il faut aimer l'autre pour qui il est, tu vois. Il faut accepter la personnalité de ton conjoint. Parce que si tu n'acceptes pas sa personnalité, tu seras malheureuse parce qu'en vérité, il ne va pas vraiment changer sous ta pression à toi. Donc, tu peux prier pour lui, tu peux l'encourager sur certains points à développer ou à upgrade, mais tu ne peux pas t'imposer comme un facteur de changement. Et la mauvaise nouvelle à ce niveau-là, c'est que si tu t'obstines à vouloir refaire l'éducation de ton mari, il va se poser la question de savoir si il a vraiment quitté sa mère, s'il a vraiment quitté sa mère et son père. Voyez, en réalité, quand l'homme quitte sa mère, il n'a pas toujours envie de retrouver une maman moralisatrice dans le foyer. Il a envie d'avoir une amie qui le comprend, une amie qui le soutient, une amie qui l'aime pour qui il est, voilà, qui le comprend, une amoureuse qui l'aime pour qui il est, mais il n'a certainement pas envie de retrouver la maman qui lui reprochait tout, qui était tout le temps sur son dos pour qu'il change. Donc, vous voyez les filles que tant que nous aurons toutes ces désirs, toutes ces volontés-là dans notre couple, dans notre façon de bâtir notre couple, nous ne serons que malheureuses parce que en vérité, ce sont des points pour lesquels nous ne pouvons pas avoir 100% de satisfaction. Tu vois, de temps en temps, le mari va essayer de te faire plaisir, il va faire des efforts, mais tu ne peux pas être sur sa vie pour lui exiger toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'en vrai, si lui commençait à t'exiger ces choses-là, tu te rendrais compte que, il te prendra la tête, tu te rendras compte que c'est plus facile à dire qu'à vivre. Voilà, donc, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dieu attend de nous que nous puissions aimer nos conjoints, n'est-ce pas, tels qu'ils sont, parce que Dieu lui-même nous a aimés tels que nous sommes. Il dit, viens tel que tu es. Viens tel que tu es. Je t'aime pour qui tu es. Je t'aime tel que tu es. Maintenant, effectivement, le Seigneur essaye de nous emmener à ressortir les bonnes choses qui sont en nous, sans forcément vouloir faire de nous le siamois d'une autre personne ou la jumelle parfaite d'une autre personne. Alors, ne l'exige pas de ton conjoint et je suis sûre que tu trouveras la stabilité, tu trouveras, n'est-ce pas, le bonheur et l'épanouissement dans ton couple. Alors, de façon pratique, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois, pour le premier point, tu dois laisser ton couple se stabiliser, n'est-ce pas, en libérant ton conjoint. Laisse-le libre de faire des choses qu'il a envie de faire surtout ce qu'il doit faire
et ne sois pas un puits émotionnel, voilà, ne sois pas un puits émotionnel, quelqu'un qui est constamment en besoin d'amour, en besoin d'affection, en besoin d'attention, parce que tu vas empêcher ton mari de se déployer. Et puis, évidemment, n'essayons plus d'imposer à nos maris de lire dans nos pensées, n'est-ce pas? Expliquons, communiquons, voilà, partageons nos pensées et les choses seront beaucoup plus simples. Et puis, l'accord parfait n'existe pas, n'est-ce pas? On l'a bien compris. Il faut accepter le débat contradictoire et quand la chose devient trop compliquée, il faut avoir l'humilité en tant que femme de capituler, de lâcher prise et de laisser, n'est-ce pas, la volonté du chef de famille primer sur nous, nos désirs, pour ne pas brider notre mari dans sa propre maison, dans son propre couple. Et puis voilà, donc nous pouvons nous changer, mais il faut être conscient que nous ne pouvons pas absolument changer quelqu'un d'autre parce que c'est Dieu qui l'a fait tel qu'il est. On peut l'aider à s'améliorer, mais on ne peut pas radicalement changer quelqu'un simplement pour notre propre plaisir. Voilà. Donc, j'espère que ce partage t'a fait du bien, n'est-ce pas? Et que tu vas te mettre au travail dans ton couple, tu vas appliquer toutes les solutions que nous avons proposées, tu vas laisser la lumière du Saint-Esprit t'éclairer, te faire voir là où il y a une pierre d'achoppement pour toi et te fait comprendre que des fois tu te retrouves dans des angoisses, dans des tristesses inutiles, simplement parce que tu as des aspirations irréalistes. Ok, que Dieu nous bénisse. Voilà, on va, comme à notre accoutumée, prier, demander l'aide du Saint-Esprit parce que la Bible dit que c'est Dieu qui a le pouvoir de créer en nous le vouloir et le faire. Bien souvent, nous savons ces choses quelque part au fond de notre cœur, mais c'est juste que nous laissons notre nature charnelle, nous laissons le diable mentir à notre cœur. Nous allons donc prier que Dieu fasse de nous des femmes matures, n'est-ce pas? Qu'il fasse de nous des femmes qui ont vraiment envie de voir leur couple progresser, de voir leur couple aller de l'avant. Et puis, je crois que par la grâce de Dieu, nous allons avoir plus de bonheur, plus de sérénité dans nos différents foyers. Voilà, donc nous baissons la tête et nous allons prier ensemble. Seigneur mon Dieu, je veux te rendre grâce et te dire merci pour ton amour, pour ta bonté, Seigneur, pour moi. Merci de m'avoir donné un mari. Merci, ô Dieu vivant, de m'avoir donné, d'avoir donné un fiancé à ma fille qui est en ligne, à ma jeune sœur qui est en ligne, n'est-ce pas? Parce que, ô Dieu, c'est une bonne chose de trouver l'homme de sa vie. Père, maintenant nous prions, ô Dieu vivant, que tu nous donnes la capacité qu'il faut, que tu nous donnes la sagesse. Tu as dit dans ta parole que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Nous voulons être ces femmes sages-là qui bâtissent véritablement leur maison et qui laissent Dieu, n'est-ce pas, les conduire dans le bonheur par l'application des principes divins et même des principes de la vie. Merci de te révéler à une sœur. Merci d'emmener une sœur à lâcher prise, papa, sur des positions qu'elle avait qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas utiles, qui ne sont pas le chemin du bonheur. Donne à une sœur, donne à ta fille qui me suit en ce moment de lâcher prise et d'entrer dans une relation de maturité, dans une relation de sagesse pour bâtir sa maison. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je prie pour une qui s'est enfermée dans la tristesse, qui s'est enfermée dans le sentiment de trahison parce que justement son mari n'est pas en train de faire toutes ces choses qu'elle attend de lui. Seigneur, parle à son cœur, donne-lui de se remettre en cause, donne-lui d'aller vers son conjoint et de restaurer, de rétablir la relation par une prise de conscience et le fait de poser les bons actes, de dire les bons mots pour que la relation soit restaurée. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Si tu as été béni par ce partage, tu vas acclamer le Seigneur, n'est-ce pas? Acclame le Seigneur et nous disons merci au Saint-Esprit pour ce partage qui contient beaucoup de secrets,
pour faire de nous des femmes épanouies. Alors, on va maintenant partager quelques trucs et astuces de femmes parce que Secret de femme, nouvelle formule, nouvelle version, c'est aussi des trucs et astuces que nous partageons entre femmes. Aujourd'hui, je voudrais partager avec toi quelques astuces pour la bonne conservation de certains aliments. Vous savez, qui dit femme dit cuisine, dit denrées alimentaires. Hein, les filles, normalement, on doit être accoutumées, n'est-ce pas, aux denrées alimentaires parce que tu dois de temps en temps faire ton marché, même si tu es occupée, tu dois rentrer dans la cuisine, faire à manger pour ta famille et même si tu as du personnel, tu dois rentrer dans la cuisine et suivre ce qui se passe dans ta cuisine. Voilà, donc je te donne quelques trucs et astuces pour conserver certains aliments dans leur meilleure forme jusqu'à ce qu'ils soient utilisés pour ne pas qu'il y ait des gaspillages, pour ne pas qu'il y ait tout le temps des choses qui sont jetées de ta cuisine alors que quelque part, quelqu'un d'autre n'en a pas. Voilà. Alors, comment est-ce que tu peux conserver des crevettes fraîches et surtout avec leur bon goût? Il y a une astuce. Vous savez, en fait, quand on dit conserver des crevettes, je pense que toutes on conserve des crevettes. Hein. Quelqu'un va dire, bah, il suffit simplement de les mettre au congélateur. Les filles, moi, j'ai testé. Quand on met les crevettes au congélateur, pendant un certain temps, d'une certaine façon, elles perdent leur goût. Les crevettes perdent leur goût et puis bon, ça devient sans goût, ça devient un peu insipide. Quand on prépare, il faut beaucoup d'efforts pour retrouver du goût dans le repas. Alors, comment est-ce que tu peux conserver tes crevettes longtemps sans qu'elles perdent leur goût? Alors, il faut prendre une bouteille d'eau minérale, voilà. Tu introduis tes crevettes dans la bouteille, tu mets de l'eau, enfin l'eau minérale qui était là, soit tu l'as laissée à moitié puis tu as mis tes crevettes ou tu as vidé la bouteille et tu mets tes crevettes, Quand les crevettes, elles sont rentrées dans la bouteille, toute la quantité que tu as, n'est-ce pas? Tu mets l'eau minérale dessus, tu fermes et tu mets au congélateur. Voilà, donc si tu as beaucoup de crevettes, tu fais plusieurs bouteilles comme ça et je t'assure que c'est la meilleure façon de conserver les crevettes. Quand tu les décongèles, elles sont comme fraîches, comme si on venait de les pêcher et elles gardent leur bon goût. Voilà, donc je salive déjà, j'imagine ma ratatouille de crevettes là. Bon, en tout cas, on va rentrer à la maison pour régler ce problème. Et puis, comment est-ce que tu peux conserver plus longtemps tes tomates fraîches? Il y a aussi une astuce. Déjà, il faut éviter de mettre les tomates au réfrigérateur parce que ça les déshydrate. Voilà, ça les déshydrate. Tout de suite, les tomates sont déshydratées. Donc, tu peux les conserver dans un panier à légumes, n'est-ce pas? Mais pour les conserver plus longtemps, il y a une astuce, c'est qu'il faut mettre un bout de scotch sur la partie où la tige, n'est-ce pas, à laquelle la tomate était accrochée, a été décrochée. Donc, tu connais cette partie-là, la tête de la tomate où il y a le point vert. Alors, tu mets du scotch là, tu scotches bien cette partie et tu vas voir que tes tomates vont rester fraîches, première fraîcheur, pendant beaucoup plus de jours que d'habitude. Et puis, comment est-ce que tu peux conserver des bananes longtemps sans qu'elles ne pourrissent, particulièrement les bananes douces qui pourrissent très très vite? Il faut simplement, quand tu les achètes, il faut les laver, n'est-ce pas, pour enlever sur les bananes les agents conservateurs. Voilà, tu laves les bananes, tu les sèches et puis au niveau de la tête des bananes, n'est-ce pas, tu prends un mouchoir, un Kleenex, de l'essuie-tout que tu doubles comme il faut, tu mouilles et tu enveloppes la tête des bananes et tu vas voir que les bananes vont durer beaucoup plus longtemps et ne vont pas pourrir aussi vite, tu vois, dans ton panier à fruits. Et tu peux appliquer aussi cette technique-là pour la banane plantain, mais bon, elle est beaucoup plus efficace sur la banane fruit, c'est-à-dire la banane douce. Et puis, il y a autre chose aussi que souvent on perd dans nos cuisines, c'est la farine en fait. Voyez, souvent on ouvre un paquet de farine pour un gâteau ou bien pour faire pour les fritures et tout. Et puis bon, on n'a pas utilisé tout le paquet, mais on ne revient pas tout de suite dessus parce que la farine c'est quand même pas quelque chose qu'on utilise régulièrement. Alors comment est-ce que tu peux garder
ta farine qui est déjà ouverte à l'abri des charançons, c'est-à-dire des insectes qui se mettent dans la farine, il faut savoir que le fait de mettre la farine dans un bocal hermétique n'est pas suffisant. Parce que même si ta farine est fermée, vissée, comment, au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que les charançons sont dans ta farine. Comment ils sont arrivés là, je ne saurais pas te dire, mais comme toi, j'ai juste remarqué que vissé dans ma boîte à farine là, les charançons étaient quand même venus. Alors la solution, c'est de jeter quelques feuilles de laurier, n'est-ce pas, sur ta farine lorsque tu la mets dans ton bocal à farine. Tu jettes les feuilles de laurier dedans et tu fermes et tu verras que semaine après semaine, tu n'as pas utilisé la farine. Les charançons ne vont pas y établir leur village. Et puis, pour finir, il y a une chose aussi qu'on a l'habitude de garder longtemps, mais qui bien souvent finit par pourrir, c'est l'ail, n'est-ce pas? L'ail, on aimerait garder notre ail bien longtemps. Alors, comment est-ce que on peut garder l'ail longtemps? Simplement en mettant l'ail dans un récipient. Donc, tu mets tes gousses d'ail dans un récipient. Tu déchires un sachet à thé, voilà, donc du thé gris, du thé vert, pas les infusions, hein, voilà, pas les infusions, mais du vrai thé, parce qu'il faut des feuilles de thé séchées. Donc, tu déchires un sachet à thé, parce que bon, tu n'as pas forcément des feuilles entières de thé, mais tu as des sachets de thé. Tu peux même utiliser, bon, sans publicité, le thé Lipton, parce que c'est ce qu'on trouve le plus facilement. Voilà, donc tu déchires juste ton sachet de thé, tu verses sur l'ail et puis tu rajoutes du sel, tu mélanges un peu sans déshabiller tes gousses d'ail. Juste tu fais ça et tu verras que tes gousses d'ail vont durer des mois, des semaines, voire des mois. Voilà, donc ça c'est notre astuce du jour et j'espère que tes aliments vont se conserver beaucoup plus longtemps. Si tu conserves tes denrées alimentaires plus longtemps, assurément tu fais des économies, n'est-ce pas? Et puis bon, le panier de la ménagère que tu es s'en trouve mieux. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Nous allons vers la fin de ce rendez-vous de secrets de femmes et on ne saurait se séparer sans notre papo du jour. Donc, on est parti pour le papo du jour. Le papo de ce jour est une question qui nous a été, émane donc d'une question qui nous a été envoyée par des sœurs. La question c'est celle-ci, Pasteur Liliane, comment rendre mon homme casanier? Comment rendre mon homme casanier? J'ai envie de dire, ça aussi c'est un autre club quoi, tu vois, le club des femmes dont les maris aiment dehors. Ah, Seigneur, on ne sait pas ce qu'ils trouvent dehors, mais il y a beaucoup d'hommes qui aiment le dehors. Bon, Dieu merci, cette fois-ci-là, je ne suis pas de ce club-là. Mon mari, il aime la maison. C'est l'église seulement qui le maintient dehors. Mais une fois qu'un programme est fini, direct la maison. Il aime être à la maison. Et ses jours de repos, il est à la maison si on n'a pas un programme de sortie. C'est vrai qu'avoir son mari à la maison est vraiment agréable parce que finalement, quand l'homme est tout le temps dehors, on finit par se poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'on s'est marié si ce n'est pas pour être ensemble, si ce n'est pas pour être à la maison ensemble, hein? Ton mari peut devenir casanier si tu payes le prix, si tu y mets les moyens. Alors, comment est-ce que tu peux arriver à faire de ton mari le maire qui est maire de l'extérieur, tu vois, maire du quartier ou bien adjoint du maire, voilà, il aime dehors, voilà. Comment est-ce que tu peux l'emmener à être quelqu'un de casanier? La première chose, il faut que tu identifies ce qui fait que ton mari est tout le temps dehors. Tu dois identifier la source du problème. Est-ce que c'est une question d'éducation? Est-ce que c'est une question de tempérament? Est-ce que c'est une question de mal-être dans le foyer? Tu vois? Donc, il faut identifier la cause du problème. Et une fois que la cause a été identifiée, tu pourras apporter la bonne solution. Parce que si la cause n'est pas identifiée, tu seras en train de mener une action qui n'atteint pas la cible. Parce que la raison pour laquelle il est dehors n'est pas en fait ce que tu pensais. Voilà. Donc, si le monsieur est dehors
par éducation, ça veut dire que on lui a toujours appris que dehors est mieux que l'intérieur. Ou alors, même si on ne lui a pas appris, sa vie, la vie dans laquelle il vivait, lui a façonné une âme d'aventurier à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Alors, ce que tu dois faire, c'est d'inverser la tendance en lui montrant un environnement intérieur qui donne envie de rester. Voilà, qui donne envie de rester là. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois créer les conditions intérieures pour que sa mentalité puisse changer. Voilà. Tu peux lui expliquer, expliquer, je ne crois pas que ce soit tout à fait ce qu'il faut, même si tu peux passer par cette case-là. Mais le mieux que tu puisses faire, c'est de créer les conditions, n'est-ce pas, d'un intérieur paisible. Voilà. Donc, peut-être que là où on l'a élevé, à la maison, c'est que du bruit, c'est que des reproches, c'est que ceci, que cela, que ceci. Donc, toi, si tu peux, parle avec lui pour essayer de comprendre en fait d'où est partie sa tendance à être dehors et créer les conditions contraires pour qu'il puisse être plus à la maison que dehors, ou plus exactement pour qu'il puisse apprécier d'être à l'intérieur. Et puis, si c'est une question de mal-être à la maison, en général, ça ne va pas être à cause du cadre de vie, mais ça va être à cause du tempérament ou du caractère de la femme que tu es. Voilà. Donc, essaye de faire une introspection. Est-ce que ce n'est pas ton attitude qui emmène ton mari à être dehors? Donc, regarde un peu quel est ton comportement, quels sont vos échanges quand il est à la maison. Voilà. Si tu as tendance à avoir le visage fermé, le mari va aimer dehors. Si tu as tendance à crier, à être en colère, à être nerveuse, le mari va être dehors. Si tu as tendance à faire des reproches, à ramener constamment des obligations qu'il aurait dû faire, qu'il n'a pas fait, le mari va être dehors. Tu vois? Donc, si tu as toutes ces tendances, ce qu'il faut faire, c'est changer. Voilà, donc essaye de te transformer toi-même d'abord et tu verras que quand tu auras établi une atmosphère de paix et de tranquillité, le mari reviendra à la maison. La Bible dit en 1 Pierre 3 que la femme doit avoir un esprit doux et paisible. Si tu as un esprit doux et paisible, tu verras que ton mari va recommencer à aimer l'intérieur. Une autre chose, c'est de rechercher à bâtir une amitié avec le conjoint. Parce que si le conjoint n'a pas d'amis à l'intérieur de la maison et que tous ses amis sont à l'extérieur, tout à fait normal que quand il a envie de se détendre, quand il a envie d'être avec ses amis, il se retrouve dehors. Donc, deviens une amie pour ton mari de toutes les façons que tu peux. Voilà, intéresse-toi aux choses qui l'intéressent, entre dans son monde, sois une amie, voilà. Parle avec lui selon l'amitié, etc. Vraiment, tu dois bâtir une relation amicale avec ton conjoint. Essaye de partager des anecdotes avec lui, d'avoir des moments de rire, des moments de partage bon enfant. Et tu verras que le mari va commencer à apprécier, n'est-ce pas, d'être à la maison. Et puis, une autre chose, ça c'est la dernière, qui peut faire de ton mari un casanier, c'est que tu dois transformer vos nuits en nuits de rêve, ma chérie. Parce que qui n'aime pas le rêve, surtout la nuit. Donc, tu as des choses à faire. Que Dieu t'aide. Bisous, on se dit à la semaine prochaine pour Secrets de Femmes.